Chers amis, chers abonnés, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler du virtuel. J'avais dit que j'y reviendrais, on va y revenir dans le détail cette fois-ci. On va pas survoler le virtuel, parce que le virtuel mérite qu'on s'y intéresse, qu'on rentre dans ses arcanes pour pouvoir en saisir finalement, fondamentalement, ses rouages et ses mécanismes. Est-ce que c'est susceptible de produire dans la réalité? Parce qu'elle est bien là, la réflexion. Entre le monde virtuel et la réalité, c'est quoi? Quelles sont les accointances entre ces deux univers qui pourraient être fondamentalement différents, qui sont fondamentalement différents, mais qui pourraient s'avérer in fine étroitement liés, pour ne pas dire reliés? Parce que ces notions du virtuel et cette notion du virtuel et cette notion de la réalité, on peut la voir de plusieurs manières. À quel degré ça produit des effets dans la réalité? On ne peut pas questionner le virtuel indépendamment de la question de la réalité. Le virtuel, il n'est appréhendé que dans cette dimension de la réalité. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le virtuel doit avoir plusieurs prismes, mais notamment par rapport à la réalité. Il doit en avoir plusieurs, et il en a plusieurs. Parce que pour un univers qui n'existe pas, bien évidemment qu'à sa manière il existe, puisqu'on le nomme, et on nomme en règle générale toujours quelque chose qui existe. On nomme rarement ce qui n'existe pas, ou alors si on le nomme, on va l'appeler le néant, par exemple, l'inexistant. Le vide, même si le vide est déjà rempli, vous le savez, quelque chose qui est totalement vide n'existe pas. Physiquement parlant, le vide n'existe pas. Il est toujours rempli d'un petit quelque chose. Serait-ce que des particules. Si vous allez par là, indépendamment de ce préambule que je ne pensais pas si long. C'est une vidéo de réflexion. Si on vient à cet univers virtuel, concomitant à la réalité, il y a deux mondes, ou un monde entre les deux d'ailleurs, pas besoin de deux, qui fait que la réalité risque de ne pas renvoyer, de ne pas produire ce qui était espéré, escompté, désiré du côté du virtuel. Il faut encore arriver, soyons bons universitaires dans l'âme, il faut arriver à le définir. Or, et ça c'est aussi très intéressant, quand vous jetez un petit coup d'œil, effectivement, par exemple sur le net, où vous avez accès extrêmement rapidement à tout un tas de définitions, et tout le monde s'y met, et tout le monde y amène sa pierre à l'édifice, eh bien vous voyez que finalement les définitions ne sont, c'est normal, à chacun sa subjectivité littéraire, si vous allez par là, eh bien les définitions ne sont jamais absolument identiques, et c'est tout le charme, bien évidemment. Alors chacun butine et chacun prend ce que bon lui semble, ce qui lui parle. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'un propos ou un écrit nous parle. Qu'est-ce qu'on peut trouver et qui retient notre attention sur le virtuel? Virtuel, c'est un adjectif, mais ça peut très bien être un nom commun aussi. Tout est une histoire de prisme. Autrement dit, les perspectives et les opportunités virtuelles sont comme des graines qu'on sème dans le sol, dans la terre. Elles existent, ces graines, en puissance, mais elles n'ont pas encore germé. Alors absolument rien ne dit que ces graines vont germer. C'est une potentialité, c'est une perspective, c'est une pure hypothèse. Déjà la réalité en soi pourrait se vouloir être une pure hypothèse. Imaginez si la réalité qui pourrait être une pure hypothèse, demain c'est quoi? Demain c'est indéterminé. Donc demain c'est une pure hypothèse. Imaginez ce que le virtuel pourrait effectivement déterminer. Plus la réalité est une potentialité, une perspective, une hypothèse, plus l'aspect virtuel le sera avec un coefficient nettement supérieur, à visée de coefficient 10, pour ne pas dire coefficient 100. Autre définition, le virtuel, c'est ce qui existe de manière potentielle, on l'a vu, ou imaginaire, sans manifestation concrète dans la réalité. Il y en a beaucoup qui parlent du réel, je pense que le réel c'est une toute autre affaire, on va parler de la réalité. Le virtuel, c'est ce qui se dit d'un élément non concret, sans réalité concrète, imaginaire autrement dit. On pourrait voir le virtuel aussi également comme un nom commun, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors un nom commun, vous savez très bien que ça ne prend jamais de majuscule, et c'est souvent précédé d'un déterminant. Un le, la, on dit toujours le virtuel. Mais le virtuel n'est pas un nom propre.
Sous forme de nom commun, on pourrait le voir, le virtuel, comme dépourvu de matérialité, existant uniquement par le biais de dispositifs numériques ou par l'imagination. Là, je l'aime bien celle-là. Elle est concrète, cohérente, elle est pas mal. Si on vient à l'adjectif virtuel, il qualifie une chose, déjà il faudrait arriver à déterminer ce qu'est le mot chose, qui existe en puissance, on l'a vu au tout début, mais qui ne se manifeste pas concrètement dans la réalité. Mais vous allez voir que ça aussi, avec un prisme un tantinet différent, ça produit bien des effets. Parfois, effectivement, ça ne correspond pas aux effets escomptés. C'est en ça que le virtuel n'existe pas, c'est-à-dire qu'il ne produit pas les effets escomptés dans la réalité, mais néanmoins, il va quand même produire des effets. Donc le virtuel dans la réalité, parce que le virtuel pour le virtuel, c'est pas forcément très intéressant, bien que depuis tout à l'heure, on cherche à le définir. Et en cherchant à le définir, c'est déjà intéressant les prismes qu'on a pu utiliser. Néanmoins, il faut toujours appréhender le virtuel dans la réalité, parce que tout part de notre réalité, ou tout finira par atterrir dans notre réalité. On ne peut pas appréhender le virtuel si on n'appréhende pas la réalité. D'où on part, où est-ce qu'on atterrit. Passer une vie dans le virtuel, attention, effectivement, peut produire un décrochage avec la réalité. Le virtuel, c'est un synonyme de ce qui est latent, de perspective, d'hypothèse, de potentialité. On l'a vu tout à l'heure. L'aspect de définition est terminé. Merci de m'avoir entendu, c'est pas moi, ce ne sont pas mes définitions, elles sont récupérées à droite à gauche et commentées. Ce qui compte, c'est pas la définition, c'est le commentaire. Ça me rappelle quand j'étais universitaire et qu'on faisait un commentaire de texte. Le texte, on n'en avait rien à foutre, on avait tous le même. Mais néanmoins, la manière dont chacun commentait le texte, c'est ça qui intéressait effectivement celui qui corrigeait, le correcteur, celui qui corrigeait la copie. Donc on peut partir d'une base, on peut tous partir de la même, mais on va tous avoir une analyse différente et un commentaire différent. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que les conversations entre êtres humains, elles sont toujours très intéressantes, parce qu'à chacun son prisme, à chacun son interprétation, à chacun son langage et à chacun son commentaire, son type de commentaire. Confronté à cette question, à cette notion de comment les gens partent dans l'univers virtuel, quelle place et importance ils leur accordent et pourquoi, et surtout ça, c'est surtout ça qui compte, et pourquoi, et effectivement, quels sont les effets que c'est susceptible de produire, positifs parfois, négatifs parfois, que les effets que c'est susceptible de produire dans leur réalité. Depuis notamment, alors il y a toujours eu l'aspect virtuel qui est rentré en ligne de compte en psychothérapie, mais particulièrement depuis les réseaux sociaux bien sûr, mais notamment donc Internet, l'arrivée d'Internet en 99, mais qui c'est 98 d'ailleurs même peut-être, mais peut-être bien avant, mais dans les mœurs personne ne vous parlait d'internet. C'est seulement à partir de 98, à viser de 99, 98 surtout je crois, que quelques personnes ont commencé à parler effectivement d'internet, de ces possibilités. On était à la 1G à l'époque, enfin de 56K d'ailleurs, vous vous souvenez de ça? Enfin il y a que les anciens qui peuvent s'en souvenir. C'était assez extraordinaire. C'était le début d'une forme de révolution avec ses avantages bien évidemment, et avec ses potentiels et réels inconvénients. Si on rentre dans le développement concret de ce thème, prenez conscience qu'entre ce que vous escomptez et espérez du virtuel et la réalité, il y aura une marge. Cette notion que nous soulevons aujourd'hui, elle me semble importante pour vraiment distinguer d'abord ces deux univers, mais surtout à quel degré ils sont en interaction. Il y a bien une interconnexion entre la réalité et le monde virtuel. C'est quoi un monde virtuel? Bien évidemment, il a plusieurs facettes. D'ailleurs, il n'est pas inintéressant de se rendre compte que le monde virtuel, l'accès au monde virtuel, est en règle générale une lutte contre une réalité pénible. D'ailleurs, en soi, le monde virtuel pourrait incarner quelque chose que la personne ne trouverait pas dans sa réalité. Quoi qu'il aille chercher dans le virtuel, une personne peut y trouver un attrait, un agrément qu'il ne trouve pas dans sa propre réalité. On peut parler effectivement d'effet de compensation. Souvent le virtuel, même si ce n'est pas conscient chez la plupart des personnes, effectivement c'est un moyen de lutter contre une réalité pénible, compliquée. Oui, la réalité est pénible et compliquée, quoi qu'il arrive, pour tout le monde, mais comme nous n'avons pas tous les mêmes outils pour l'appréhender et solutionner toutes les problématiques qui se présentent à nous, effectivement, il peut y avoir recours, un besoin, une nécessité à un univers, une béquille symbolique qui pourrait être représentée par cet univers virtuel. Reste encore à déterminer de quel ordre.
Cet élément de support de lutte contre une réalité pénible et difficile. Pour une raison très simple, mais rien n'est simple dans l'existence, hein, vous le savez, je n'aime pas le mot simple et le mot facile. Néanmoins, ce qui pourrait être complexe quand je dis que la réalité est complexe pour tout être humain, même si elle est plus pour certains ou certaines que pour d'autres, bien évidemment, il y a aussi quel acteur sommes-nous de notre existence? Si effectivement, dans la réalité, vous êtes un acteur qui a l'impression effectivement de ne pas gérer, de ne pas trouver l'agrément nécessaire, d'avoir même l'impression que plus vous œuvrez, moins ça fonctionne. Le virtuel, on l'a vu, ça serait effectivement une formidable compensation d'une réalité extrêmement pénible. C'est-à-dire que par exemple, l'accès au bonheur peut sembler effectivement beaucoup plus accessible via les réseaux sociaux, Internet, le monde virtuel, les jeux vidéo et tout ce qui s'ensuit. Le virtuel, tout est possible. C'est une illusion, bien évidemment, mais tout est possible, il y a des perspectives. Dans la réalité, tout est possible. Eh ben, c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, peut-être tout est possible, et encore, c'est déjà pas si sûr que ça, et alors il va falloir en franchir un sacré paquet des étapes. Alors que le monde virtuel, c'est accessible, ça peut sembler accessible beaucoup plus rapidement. C'est plus attrayant d'ailleurs, le cadre est choisi, contrairement à la réalité, on ne choisit pas toujours son cadre, le cadre étant vu de manière multidimensionnelle, ample. C'est un cadre de vie qui englobe tout un tas de cadres. Effectivement, le net, les réseaux sociaux, le monde virtuel, en fait, tout simplement, offre un accès au bonheur qui peut sembler plus accessible que la réalité où l'accès au bonheur peut sembler effectivement extrêmement complexe. Parce qu'il y a tout un tas de règles, il y a tout un tas d'étapes à franchir, de points à gravir, de côtes à gravir, enfin bref, il y a tout ça à faire, alors que dans le virtuel, les choses peuvent sembler effectivement beaucoup plus accessibles. Et ça, l'être humain qui est un être de jouissance, n'est-ce pas, le virtuel pourrait être beaucoup plus attrayant parce que la jouissance pourrait arriver rapidement. On peut convoquer très rapidement la jouissance, ce qui est beaucoup plus complexe dans la réalité. Ça, c'est intéressant. Parce que l'être humain aujourd'hui, il a un espèce de formatage qui fait qu'il prône la jouissance, jouir pour jouir et le plus rapidement possible. Ça, c'est un problème dans notre société, bien évidemment, et voilà pourquoi énormément de personnes, sans s'en rendre compte, plongent dans certains univers virtuels qui peuvent représenter effectivement non seulement une compensation, mais aussi et surtout d'avoir accès à une jouissance, à un monde parallèle, mais néanmoins dont ils tirent une jouissance réelle, physique, parfois organique pour ne pas dire. Donc il y a bien une accointance, il y a bien un lien finalement entre le virtuel et la réalité. La question d'interpeller effectivement cette notion du virtuel et de la réalité, c'est effectivement la question de son usage, des effets que ça produit, on va en parler dans une poignée de secondes, mais surtout de son utilité, de son apport. C'est un support qui génère un apport. Un apport qui est sous forme de compensation d'une réalité complexe. Oui, la réalité est complexe, je le dis, je le redis, je le redirai, à qui voudra bien l'entendre, mais c'est une réalité de dire que la réalité est fort complexe. Néanmoins, on y puise les forces, l'énergie, les informations, les confrontations, victoires et défaites qui se jumellent parfois ou qui s'agglutinent malheureusement, mais c'est là que ça se passe et c'est ça qui vous permettra effectivement de voir comment vous êtes capable de fonctionner face à une réalité extrêmement complexe, non seulement la vôtre mais aussi celle des autres. Et c'est là aussi où il y a une grande différence entre votre réalité et comment vous voyez les choses et la manière dont les autres le voient. Et effectivement, il y a une dichotomie entre les deux. Donc, à quel type de réalité doit-on répondre? À la sienne? Oui, bien évidemment, principalement, ça c'est mon avis, mais aussi à ce qui convient aux autres, à ce qui correspond aux autres. Et ça aussi, c'est compliqué. Et ça aussi, ça se fait dans la réalité. Et pourquoi les couples aujourd'hui ont de plus en plus de difficultés? Parce qu'il y a une grande difficulté à permettre effectivement à sa réalité, à sa vision, à sa réalité psychique, psycho-affective, de se mettre effectivement sur un chemin tranquille avec la réalité de l'autre, les désirs de l'autre, les besoins de l'autre, et les contradictions de l'autre, parce qu'on avance effectivement avec ce qui est clair et cohérent chez l'autre, mais on avance aussi avec les contradictions de l'autre. Et qu'est-ce qu'on en fait? Quel type de réceptacle nous sommes, ou quel type d'accompagnant, d'aidant nous sommes éventuellement face aux contradictions de l'autre. On ne peut pas de manière simpliste, effectivement, et je l'ai dit et développé tout à l'heure, on ne peut pas de manière simpliste dire le virtuel effectivement n'existe pas et tout se déroule dans la réalité. Non, c'est faux, ce serait faux, parce que ces deux mondes-là coexistent. Certes en présentant des caractéristiques fondamentalement différentes, pour ne pas dire parfois fondamentalement opposées, néanmoins, tant le virtuel pourrait être appréhendé comme effectivement une projection de ce que l'être humain vit
dans sa réalité, dans la réalité, donc le virtuel pourrait être un élément de projection, mais néanmoins le virtuel pourrait aussi apporter un certain nombre de choses que la personne ne trouve pas dans son univers, dans la réalité. Donc il y a bien une espèce d'interaction qui n'est pas forcément du même acabit, mais il y a bien une espèce d'interaction entre les deux univers. Quand une nana ou un type est amoureuse d'une autre nana ou d'un mec, dans le virtuel, via une rencontre, effectivement sur les réseaux sociaux ou sur internet ou peu importe, eh bien, certes la relation. Alors, j'allais dire, elle n'existe pas. Si, elle existe. Elle n'existe pas dans la réalité. Ces deux personnes-là ne se sont pas rencontrées. Donc, il n'y a pas la rencontre dans la réalité. Donc, ça n'existe pas dans la réalité. Néanmoins, elle existe, mais elle existe sur un terrain virtuel. Virtuel qui, effectivement, est rattaché à la réalité. L'univers virtuel me permet d'avoir accès à des informations que je n'aurais pas dans ma réalité. Donc je me sers du virtuel qui est un levier pour effectivement créer quelque chose dans ma réalité, que je ne peux pas vivre ou que je n'ai pas vécu. Ça fait un petit moment que je n'ai pas trouvé, ou peu importe. Effectivement, le virtuel me permet de vivre quelque chose dans la réalité. Et ça c'est vrai, c'est concret, c'est cohérent, c'est pas virtuel. Les sentiments que vous avez pour un type que vous avez rencontré sur Internet ou pour une nana que vous avez rencontrée sur Internet, ces sentiments existent. Ils sont pas factices. Ils ne sont pas virtuels, ils émanent d'un monde virtuel, d'un univers virtuel, compensatoire, mais qui permet effectivement de vivre des choses que vous ne viviez pas dans la réalité à ce moment-là. Il permet même d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit que le virtuel était un support, il permet même une béquille symbolique, il permet même, le monde virtuel, de vivre quelque chose que vous ne vivez plus. Il représente bien, ipso facto, une compensation. Indépendamment de ça, quand vous vous embrouillez avec votre chéri que vous ne connaissez pas, ou ainsi de suite, et que vous sur le net, ou quand il vous fait un ghosting, vous avez vu l'état dans lequel ça vous met, hein, ce qui est tout à fait logique et légitime. Eh bien ça s'invente pas, c'est pas factice, c'est réel. Voilà, les sentiments que vous développez pour un mec ou une nana que vous ne connaissez pas, avec qui vous parlez dans le virtuel, c'est pareil, ça existe. Ça, c'est de l'ordre de la réalité, de votre réalité. Mais ça repose sur des éléments qui viennent d'un monde virtuel. Donc c'est en ça qu'il y a, effectivement, un lien entre le virtuel et la réalité. C'est incontestable. Dans le monde relationnel, certaines personnes excellent dans le relationnel, dans l'échange, dans le partage. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas rattrapées dans ce monde-là, dans cet univers-là, par les émotions, les angoisses, les peurs, les turpitudes dans lesquelles elles sont dans la réalité, les craintes. Elles ne sont pas affectées de la même manière. Cette belle virtualité s'adresse ou rencontre la réalité pour voir à quel degré il y a une concomitance entre les deux. Parce que quelqu'un peut très bien peut-être dire qu'il va vous rencontrer dans la réalité, mais fondamentalement, lui savoir très bien, lui ou elle, peu importe, quelqu'un d'autre que vous, peut très bien en fait savoir très bien qu'elle n'ira pas dans la réalité, parce qu'elle serait affectée, soit parce qu'elle n'a pas envie, soit parce qu'elle ne peut pas, soit parce qu'elle est loin, ou parce qu'elle pourrait être, cette personne-là, rattrapée par bon nombre d'émotions qui ne la rattrapent pas quand elle est dans l'échange virtuel. Projeter sa vie, c'est une chose, la réaliser, la concrétiser en est une autre. On est tous très bons pour projeter notre existence et puis se dire, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, et ainsi de suite. Dans la réalité, c'est tout autre, c'est une toute autre affaire. C'est-à-dire que sa concrétisation du virtuel ne va peut-être pas correspondre à votre désir dans la réalité. C'est le souci. Mais chaque victoire dans la réalité, vous imaginez l'impact, le coefficient positif que ça peut générer. Une victoire dans le virtuel, c'est peut-être une victoire, parce qu'on a vu qu'il y avait des effets, mais fondamentalement, transposer à la réalité, qu'est-ce que ça donne comme patrimoine et comme bagage? Peut-être pas grand-chose, c'est le souci. La compensation que le virtuel représente, il peut y en avoir une. Le virtuel, effectivement, permet à bon nombre de personnes de devenir créatifs. N'oubliez pas qu'à la base, nous sommes des êtres de création. Le virtuel a permis à des gens d'élaborer, de créer, il y a bien une création. Cette création, vous pouvez la voir aussi à l'extérieur, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas le même monde, c'est pas le même univers. Donc ça permet à bon nombre de personnes, effectivement, de développer des caractéristiques qu'ils n'auraient pas développées s'ils n'avaient pas accès à cet univers virtuel. Donc ça peut avoir des aspects favorables, ça peut avoir des aspects compensatoires et ça peut avoir des aspects favorables. Par exemple, les jeux vidéo, quand les gens, effectivement, ils défouraillent dans tous les sens et ainsi de suite, certes, effectivement, ils se nourrissent d'images plutôt négatives, mais néanmoins, ça les défoule. Voilà. Et si ça peut leur éviter, effectivement, d'être extrêmement nerveux, colérique et de se bagarrer toutes les 30 secondes, j'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà, si ça peut fournir un effet endorphine, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Idem la stimulation. Il y a des personnes qui vont être stimulées par Internet, par le monde virtuel, alors qu'ils ne sont pas du tout stimulés dans leur réalité. Donc effectivement, c'est encore un avantage finalement que le virtuel pourrait proposer.
Si ça permet à l'être humain d'être mieux équilibré dans sa réalité et de mieux supporter la réalité, voilà en quoi je disais qu'effectivement il est un support absolument substantiel par rapport à une réalité violente, compliquée, eh bien, qui ne fait pas d'ailleurs appel au même mécanisme, ainsi de suite, n'est pas obligé de communiquer verbalement. C'est plus l'image, c'est un danger, c'est un avantage et un danger, c'est plus l'image qui va prendre le relais. Et une image, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Hein, il y a des milliers de comptes Facebook, Instagram et je ne sais quoi, Snap, avec allez, je suis complètement déprimé, je fais un grand sourire, je me mets devant un baobab, et puis effectivement, je prends une jolie photo, je me mets au bord de la mer, je prends une jolie photo, regarde ma vie. Voilà, bon, j'ai une valeur, j'existe, voilà. Donc ça permet à pas mal de personnes d'exister. Pour leur ego, c'est nécessaire, mais effectivement, c'est un peu préfabriqué, parce que la personne, quelques secondes après avoir pris son selfie, effectivement, revient, replonge dans un univers un petit peu plus complexe. Et cet univers un peu plus complexe psychique va être compensé par les likes, les waouh, les je sais pas quoi, les petits cœurs, les trucs, les machins, tout ce que les personnes peuvent s'envoyer effectivement sur les réseaux sociaux. C'est pas une critique, c'est une explication des enjeux. C'est ni bien ni mal, si chacun y trouve son compte, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais il y a bien un lien, une accointance, plus qu'une accointance, entre le virtuel et la réalité. Le virtuel crée bien des bénéfices que la réalité n'apporterait pas. C'est un effet levier, c'est un effet de compensation, multidimensionnel, mais qui renvoie ipso facto toujours à une réalité qui effectivement peut être pénible. Chacun cherche son chat, si effectivement les personnes trouvent équilibre, compensation d'une réalité pénible avec les éléments du virtuel, j'ai envie de dire pourquoi pas. Chacun se traite comme bon lui semble. De toute manière, pour l'être humain, dès que c'est compliqué dans la réalité, il plonge dans le virtuel. Il va compenser d'une certaine manière. Certaines choses lui semblent plus accessibles. Oui, le virtuel présente des avantages, ça soulage, ça défoule, ça renarcissise un certain nombre de personnes. Alors bien sûr, il y a une énorme grappe de personnes qui sont plutôt d'esprit malveillant, hein, l'antithèse du bienveillant, et qui effectivement vont œuvrer pour alors se narcissiser. Tiens, voilà un point sur lequel je voulais insister. Toute personne qui est un peu engluée dans une réalité complexe et compliquée, eh bien effectivement, va avoir besoin de récupérer la main, d'avoir l'impression qu'il est capable de faire des choses. Alors il y a de très bonnes choses, on a parlé des créateurs, et puis il y a des choses beaucoup plus nuisibles. Voilà. Je peux avoir un esprit agissant, je peux agir de telle ou telle manière, et ça va créer des effets chez les autres. Donc j'ai bien un peu le pouvoir, je reprends un peu le pouvoir. Voilà, tu parles d'un pouvoir, il y a un très beau pouvoir de construction, puis il y a un pouvoir de destruction. Et ça, il y a pas mal de personnes qui plongent dans le virtuel parce qu'ils reprennent la manette en main, si je puis dire. C'est une métaphore tout à fait parlante. Je veux vérifier à quel degré je suis acteur de ma vie. Il y a des gens qui sont beaucoup plus acteurs de leur vie dans le virtuel que dans la réalité. C'est pour ça qu'ils s'y plongent et qu'ils y exercent effectivement bon nombre de choses, parfois absolument nauséabondes. Ça, c'est le vrai problème des réseaux sociaux, mais néanmoins, ça permet aux personnes d'être acteurs, de prendre un rôle, et puis parfois d'ailleurs de foutre la merde. C'est aussi un moyen d'exister. C'est le pire, mais c'est ce que ces personnes ont trouvé à ce moment-là. D'ailleurs, toute critique qui est faite en général sur les réseaux sociaux, c'est bien souvent des gens qui ne se réalisent pas forcément. Parce que quand tu te réalises, tu vois ce que les autres font, tu dis ouais bravo ou tu dis rien. À partir du moment où il y a plein de gens qui arrivent et qui dézinguent, bah moi je veux bien, hein, c'est gratos, hein, vous avez tout le monde a le droit de dézinguer, mais à la limite regardez toujours ce que vous mettez en place dans votre existence et vous verrez que ces personnes-là, ce ne sont pas les gens qui se réalisent le plus. Le problème de cet accès rapide à la jouissance, c'est que l'être humain aujourd'hui, on le sait, ne supporte plus la frustration. Plus les personnes vont aller se défouler, trouver une jouissance rapide dans le virtuel, et moins ils auront la possibilité de gérer la frustration dans la réalité. Ça, c'est un énorme problème, c'est un point noir, éventuellement, du monde virtuel. C'est que ça donne, certes, de l'agrément, mais cet agrément vient contrarier encore plus, de plus en plus, le rapport à la réalité et notamment à cette caractéristique qu'est la frustration. Mais il y en a d'autres, hein, communication, frustration, empathie, et ainsi de suite. L'être humain se construit avec souvent l'image de ses congénères, notamment les adolescents, et effectivement, les réseaux sociaux, c'est un moyen d'exister, d'obtenir des likes, et ainsi de suite. On est bien d'accord, une gratification. Dis-moi, montre-moi que tu m'aimes. Que tu m'apprécies du moins. Le virtuel, c'est j'existe, j'ai une valeur aux yeux des autres. Sans le virtuel, les gens n'ont pas l'impression d'avoir la même valeur. Donc il y a un très gros enjeu psycho-affectif. C'est plutôt égocentrique comme attitude, mais l'être humain, il a souvent tendance, il est souvent animé par une notion, une dimension égocentrique, égocentrée. Il n'y a pas tellement de différence entre la réalité cachée, masquée, enrobée, et le monde virtuel où effectivement on peut y aller, et notamment quand c'est l'anonymat le plus absolu. Ça, c'est bien le problème de l'anonymat. Tiens, pour revenir aussi sur quelqu'un qui écrit n'importe quoi sur les réseaux sociaux, à un moment donné, quand on va vraiment être du côté de l'interdit de chez interdit, hein, voilà, il peut y avoir une suite pénale, notamment. Donc, ce qui est écrit dans le monde virtuel, qui n'est pas la réalité, néanmoins va produire des effets dans la réalité, parce que ça va nuire à quelqu'un, et nuire à quelqu'un c'est absolument interdit, on est bien d'accord, surtout sans fondement,
on est doublement d'accord, eh bien, effectivement, cette personne-là est susceptible d'être débusquée par la police informatique, si je puis dire. Si vous comprenez bien, c'est pas parce qu'un propos ou un contenu illicite, au demeurant, est publié sur Internet, sur une plateforme Internet, donc dans le virtuel, dans un univers virtuel, qu'il n'y a pas pour autant des répercussions dans la réalité. Parce que cette publication ou ce propos peut porter atteinte aux intérêts d'une personne, nuire à quelqu'un, outrepasser le cadre de la loi. La personne qui donc publie ce propos-là, même sous forme d'anonymat, est passible d'endosser une responsabilité pénale. Alors qu'on est bien dans le virtuel, initialement, Internet c'est du virtuel. Les interactions qu'on peut avoir sur Internet sont quand même plutôt de l'ordre du virtuel que de l'ordre de la réalité. Le monde virtuel peut aussi également représenter une déresponsabilisation. À partir du moment où les personnes se promènent sur Internet et publient n'importe quoi ou attaquent n'importe qui et n'importe comment et sur aucun fondement, effectivement il y a une forme, sous prétexte d'anonymat, une forme de déresponsabilisation. Le problème de cette déresponsabilisation, non seulement sur les réseaux sociaux ou sur Internet, dans le virtuel, a des impacts dans la réalité. Pour une personne notamment, on l'a vu tout à l'heure avec l'intervention potentielle du droit pénal, des règles et de l'applicabilité du droit pénal. Néanmoins, cette personne qui est très déresponsabilisée sur Internet, dans le virtuel, ne va pas progresser dans sa capacité à être responsable dans la réalité. Au contraire, non seulement la réalité frustrante peut faire en sorte que cette personne aille se défouler de plus en plus dans le virtuel et que cette personne soit de moins en moins responsable dans la réalité. Et c'est ce qu'on pourrait un petit peu rencontrer aujourd'hui. On dit toujours que les êtres humains ne sont pas forcément très responsables, très égocentriques, pas forcément très responsables, pas très respectueux des autres, mais ce monde virtuel dans lequel énormément de gens va se plonger, effectivement ne participe pas à l'amélioration et à favoriser notre rapport dans la société, les interactions dans le rapport à la société. Ça, c'est un souci. Donc le virtuel a bien des conséquences, un impact et des conséquences dans la réalité. Donc on ne peut pas être dans ce rapport binaire entre le virtuel et la réalité, il y a bien une interaction constante et permanente, où il y a bien des conséquences, en tout cas à viser ou à défaut d'interaction. La réalité n'est que la conséquence, la continuité de ce qui peut se dérouler dans le monde virtuel. Il y a bien des effets et des conséquences. Il y a bien une concomitance entre le virtuel et la réalité. Une subséquence. Être ou ne pas être, vous le savez, telle est la question. Ceux qui ont du mal à être acteurs, je l'ai dit tout à l'heure, à être acteurs dans la réalité, effectivement peuvent avoir, à juste titre, envie d'être acteurs, de sentir qu'ils détiennent quelque chose, qu'ils ont un savoir-faire dans un autre monde, façon de parler, donc dans le monde virtuel. Effectivement, vous avez une marge de manœuvre et d'action qui est beaucoup plus ample dans le virtuel que celui que vous avez dans la réalité. Vous pouvez faire des choses dans le virtuel, ne serait-ce que dans un jeu vidéo. Vous pouvez vous permettre de faire des choses dans le virtuel qui sont autorisées dans ce cadre-là. C'est pour ça qu'il y a quand même des règles et qui sont effectivement valables aussi, également et heureusement dans le monde virtuel. Tout n'est pas possible, on ne peut pas tout dire, même sous le nom de l'anonymat, tout n'est pas permis, on ne peut pas publier n'importe quoi, et ainsi de suite. Il faut savoir respecter les règles d'une société qui s'inscrit dans la réalité, qui est la normalité finalement. Le virtuel n'est pas la norme. Donc il faut respecter les règles qui sont issues de la réalité. C'est avec celles-là qu'on doit composer. Le virtuel n'est qu'un arrangement par rapport à la réalité. Certes, les bénéfices obtenus par le monde virtuel, la jouissance rapide, l'effervescence, l'image, le culte de l'image, les vidéos, le plaisir que ça peut procurer, les interactions, l'affectivité que ça peut produire, la haine que ça peut produire, tous ces effets-là s'inscrivent bien dans la réalité. Et pourtant, ils émanent du virtuel. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, tout part de la réalité, tout est ramené à la réalité. Donc virtuel et réalité, c'est pas une production binaire, basiquement binaire, où on sépare ces deux mondes-là, non, puisque, effectivement, ils sont non pas en interaction, mais ils produisent des effets de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Du premier vers le second et le second revenant vers le premier. C'est un support pour vivre des choses qu'une personne ne vivrait pas dans sa réalité. C'est une compensation. C'est une formidable compensation, si elle est bénéfique, productive. Mais on a même une monnaie virtuelle maintenant, vous avez vu, qui a plutôt bonne cote, d'après ce que j'ai compris ces derniers temps. Et pourtant, elle est bien virtuelle. Elle est totalement virtuelle. Je pense qu'on a bien fait le tour. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le virtuel, finalement, en existant à sa manière, en étant un support à sa manière, effectivement, il génère des conséquences. Ça veut dire qu'il faut être responsable, que vous soyez dans la réalité, j'allais dire dans la normalité, que vous soyez dans la réalité ou dans le virtuel, il faut être et agir comme des êtres responsables.
Vous êtes responsable, même sous l'anonymat. Ça semble vous protéger, vous savez très bien qu'avec une adresse IP, on peut retrouver tout un tas de gens. Le bien-être de l'être humain est un compromis entre la manière dont il compose avec sa réalité et le soutien de ce monde virtuel. Voilà ce qu'on pouvait dire, mes petits amis, mes petits abonnés, sur le monde virtuel et ses liens, ses aquas intenses avec la réalité. J'espère vous avoir intéressé, prenez grand soin de vous. Je ne vous souhaite pas encore de bonnes fêtes de fin d'année parce qu'il y aura encore une vidéo, je crois, la semaine prochaine. À très bientôt, passez une bonne semaine.